شكرا سي ناصر، شكرا الكل وصباح الخير. Donc, مداخلتي هي l'art contemporain en Tunisie, interprétation de la Tunisie dans une géographie artistique internationale. Introduction, l'extension de la carte géographique de l'art. Aujourd'hui, la mondialisation affecte l'art dans son domaine de la production, de la circulation et de la consommation. Fortement lié aux institutions publiques, grandes instances de consécration, de légitimation et de régulation, l'art contemporain s'illustre principalement sous la forme institutionnelle et marchande de l'exposition. La reconnaissance de l'artiste est liée à sa visibilité, ce qui veut dire que la non-visibilité et la non-médiatisation de l'artiste est synonyme de sa mise à l'écart. Aïcha Fileli affirme que si l'artiste occidental, au sens géographique du terme, est soumis aux règles de l'émergence médiatique, je cite, « Les choses sont encore plus compliquées pour la catégorie que nous représentons. Étant à la marge des grandes places de la reconnaissance artistique dans le monde, nous sommes invisibles. Et nous ne pouvons accéder à la visibilité qu'à travers des couloirs très spécifiques d'énonciation. » Dans la mondialisation, nous sommes invisibles et par conséquent, nous sommes inexistants. Mais les quelques exceptions qui franchissent ce mur du silence et qui accèdent à la visibilité le font en passant par des couloirs très étroits, où les thèmes sont imposés d'avance. Ces couloirs peuvent être détectés en jetant un simple coup d'œil sur les manifestations organisées par l'IFC en Tunisie. Déjà, les intitulés, s'ils ne font pas référence à l'orientalisme, ils se retournent vers la femme pour décortiquer sa vie privée ou encore pour dévoiler son fragment d'intimité. Le tout sous couverture photographique, vidéographique et art numérique. L'art contemporain en Tunisie est resté pendant longtemps à la marge de la scène artistique mondiale, bien que des artistes issus du monde arabe, du continent africain, aient pu avoir une place et même une valeur sur le marché de l'art international. Bref, dans ce qui va suivre, nous allons essayer de poser la question sur la place de l'art et des artistes tunisiens contemporains dans la mondialisation, sur les artistes qui participent dans les expositions et manifestations internationales et sur les critères de sélection. Pour mieux cerner la situation de l'art contemporain en Tunisie et comprendre les enjeux qui ont fait que l'art et les artistes tunisiens ont été très peu montrés sur la scène artistique mondiale, il faut mettre la Tunisie dans son contexte historico-géographique, en soulignant son appartenance d'une part aux pays arabes et d'autre part au continent africain, mais aussi aux pays francophones et au bassin méditerranéen, sans oublier le monde islamique. Dans la première partie de cette dissertation, nous allons nous attarder sur les expositions d'art contemporain non occidental qui, durant ces 20 dernières années, en France, ont jalonné l'histoire des expositions dites postmodernes. Nous prenons l'exemple de l'exposition Les Magiciens de la Terre, Africa Remix et Traversée. Puis, nous allons nous interroger sur le rôle de l'Institut du monde arabe dans la promotion des artistes arabes, notamment tunisiens, et les biennales d'art contemporain dans les pays arabes. Enfin, nous évoquerons les biennales d'art contemporain en continent africain, tels que le Dakar, et nous interrogerons sur les modalités de sélection. La première partie, donc, c'est les expositions postmodernes, une reconnaissance officielle ou simplement une mise en scène. Le champ artistique a été fortement modifié par le phénomène de la mondialisation ces dernières années. Ce qui paraissait encore presque inimaginable dans les années 80, c'est-à-dire de jeter un regard autre qu'ethnographique sur la production artistique non occidentale, a pris forme à partir de 1989 avec l'exposition Les Magiciens de la Terre. Jusque-là, les artistes non européens n'avaient accès qu'aux centres culturels, aux maisons de quartier et de la jeunesse et aux centres paroissiaux,
car, comme le relevait Jean-Hubert Martin, le commissaire de l'Expo, dans la préface du catalogue, on avait du mal à accepter que les œuvres venues du tiers-monde puissent être mises sur un pied d'égalité avec celles de nos avant-gardes. L'exposition était une innovation dans son temps. C'était la première fois que le monde occidental s'ouvrait sur le reste du monde. C'est qu'en apparence, on voulait montrer qu'il existait une création contemporaine dans les pays non occidentaux. Mais, sur un peu moins d'une centaine d'artistes présentés dans Les Magiciens de la Terre, 5 seulement vivant entièrement ou partiellement en Occident. Donc 5 artistes arabes contemporains vivant entièrement ou partiellement en Occident, alors que les 2 autres vivaient dans le monde arabe. Boujama al-Akhdar, qui s'inspirait de l'artisanat marocain, et l'Irakien Youssef Thanoun, un calligraphe travaillant entièrement selon les règles de la tradition. Les expositions se suivent. En mai 2005, l'exposition Africa Remix ouvre au centre Georges Pompidou. Elle comprend près de 200 œuvres de 87 artistes africains contemporains venus de tout le continent, du Maghreb à l'Afrique du Sud. Une grande variété de modes d'expression allant de la peinture jusqu'à dessin, sculpture, assemblage, installation, photographie, vidéo, design, musique, donc tout. En apparence, Africa Remix devrait changer le regard des Occidentaux sur le mythe de l'Afrique. Mais la scénographie, dangereusement chaotique, d'après une expression de Jessica Oublié, peut être proche d'une esthétique du bazar et du hasard. Elle ajoute « Il semble même que la question esthétique des œuvres s'est transformée en une question quantitative. L'abondance des productions attribue au tout une ambiance proche du pittoresque et de la paupérisation. L'Afrique a été présentée comme un réservoir d'altérité pour l'art et la culture occidentale. L'Afrique, telle qu'elle est fantasmée en Occident, a été donc recréée au centre Pompidou. Et l'expérience esthétique s'est transformée en une expérience touristique. Bref, plus récemment, et cette fois au Grand Palais à Paris, dans le cadre de la foire d'art contemporain, Art Paris 2008. Brahim Alaoui, ancien directeur à l'Institut du monde arabe, a organisé une exposition non commerciale à l'intérieur du foire. Traversée, le nom de l'exposition, donc regrouper une vingtaine d'artistes issus du monde arabe et de sa diaspora. D'après le commissaire de l'expo, la sélection s'est portée sur des artistes appartenant à la nouvelle génération, aussi bien des artistes émergents que d'autres plus confirmés, et qui sont porteurs d'interrogations, de dialectique entre régional et l'international. Les artistes qui ont un regard sur le monde et qui sont désireux de dialoguer. Dans le journal français Libération du 3 avril 2008, le journaliste Henri-François de Bayeux décrit cette génération d'artistes qui s'exprime par la photographie, la vidéo et les installations en disant qu'il se démarque de la génération précédente en abordant des thèmes plus tabous, comme la sexualité et la religion. C'est comme si c'était tout ce qui comptait. Le dialogue entre les 2 mondes est un dialogue dont la thématique et la problématique sont préalablement prédéfinies. Le commissaire de l'expo ajoute « J'ai simplement voulu montrer l'état de cette scène », il veut dire art contemporain dans le monde arabe, avec des artistes issus de toutes les régions du monde arabe et dont une partie vient de la diaspora. Alors qu'en consultant la liste des artistes sélectionnés, on constate que 4 artistes sur les 18 participants vivent dans leur pays d'origine et que tous les autres appartiennent à la diaspora. Donc notre commissaire aurait dû dire des artistes arabes de la diaspora issus de toutes les régions du monde occidental et dont une partie vient de leur pays d'origine. L'Institut du monde arabe, quel rôle joue-t-il dans la promotion des artistes arabes contemporains? Inauguré par
François Mitterrand le 30 novembre 1987, l'Institut a été conçu pour faire connaître et rayonner la culture arabe dans le monde occidental, en favorisant les échanges culturels, la communication et la coopération entre la France et le monde arabe, en développant et approfondissant en France l'étude, la connaissance et la compréhension du monde arabe, de sa langue, de sa civilisation et de son effort de développement. L'Institut est soutenu par une fondation créée en commun par la République française et les États membres de la Ligue arabe. Elle est financée à l'origine 60% par la France et 40% par les 22 pays de la Ligue arabe. Certains de ces pays ne s'acquittant pas de leur contribution, alors un fonds de dotation est venu remplacer ce système en 1996. Cette stratégie de déplacement s'est révélée mal adaptée à une institution muséale. Depuis sa création, l'IMA a pour vocation première de faire connaître au public français et occidentaux en général autre culture que la leur. Tout comme la vocation, entre parenthèses, du musée de Quai Branly ou de l'immigration. C'est la raison du grand nombre des expositions qui traitent du patrimoine et des différents pays. Entre 1997 et 2010, une trentaine d'expositions ont été présentées dans la catégorie patrimoine. Alors que dans la catégorie art arabe contemporain, 8 seulement entre 2002 et 2010. L'art contemporain, qui a pour vocation première d'être engagé pour la bonne ou la mauvaise cause, a été manié avec beaucoup de délicatesse, surtout que sont les pays arabes qui financent et qui participent au financement. De 1988 jusqu'à la veille de la Révolution, et sur les 8 expositions d'art contemporain organisées par l'IMA, les artistes tunisiens ont participé à 3 expositions. La première en 1988 a regroupé Rafiq El-Kamel, Azzawi, Qassimi et Marouane, 4 peintres arabes premières. Une exposition qui a réuni un peintre irakien, un tunisien, un marocain et un syrien. La deuxième en 1995, dans le cadre de la saison tunisienne à Paris. L'IMA a organisé Regard sur l'art contemporain tunisien. Et cette exposition a réuni Mariam Bouderbella, Rafiq El-Kamel, Jalel Gastelli, Ahmed Hejri et Abdelrazak Sahli. La troisième, le 22 novembre 2005 jusqu'à 22 janvier 2006. L'IMA a organisé Regard des photographes arabes contemporains. 21 artistes arabes photographiant leur monde arabe. Donc, on compte parmi eux 14 photographes d'Afrique du Nord, 6 d'Égypte, 4 Algériens et 3 Marocains, et un seul Tunisien, Jalel Gastelli. Après une brève analyse de la biographie des artistes issus d'Afrique du Nord, nous avons remarqué qu'ils ont tous un lien avec l'Occident, ou bien ils y résident, ou un lien de parenté, ou qu'ils ont effectué leurs études là-bas. Jalel Gastelli donc est le seul artiste exposant à Lima. Donc, à l'Institut du monde arabe, c'est toujours les mêmes noms qui exposent et qui se répètent. Est-ce le défaut et dans les responsables qui organisent ces expositions? Est-ce qu'il n'y a pas d'artistes tunisiens contemporains qui sont à la hauteur d'exposer à Lima? Est-ce qu'ils sont méconnus ou ignorés? Après la Révolution, entre mai 2011 et octobre 2012, plus d'une vingtaine d'artistes tunisiens ont exposé à Lima. Citant à titre d'exemple Aïcha Fileli, Faten Gaddez, Wassim Rosleni, le collectif Dégage, Nabil Sawebi, Nissan Oksantini, Mounek Arraï, Nadia El-Kabi. Donc, l'Institut du monde arabe, qui était presque fermé devant les artistes tunisiens pendant plus d'une vingtaine d'années, a enfin ouvert ses portes devant la création Made in Tunisia.
Dans le journal des Arts du 24 juin 2011, Sophie Floquet a écrit, je cite, « Récemment, l'institution est aussi apparue comme étant totalement autiste au bouleversement qui agite le monde arabe. » Elle ajoute, « En décembre 2010, des politologues invités dans le cadre d'une conférence sur l'Égypte auraient ainsi incité par Badreddine Arodaki, ancien directeur commercial, devenu directeur du musée et directeur général adjoint, à ne pas parler de politique. Les relations de Dominique Baudis avec la plupart des dignitaires des pays arabes, Dominique Baudis, c'est le directeur de l'IMA, en particulier avec la plupart des dignitaires des pays arabes, en particulier tunisiens et égyptiens, y serait-elle pour quelque chose? Les biennales d'art contemporain dans les pays arabes. Dans les pays arabes, tout comme dans le reste du monde, le phénomène des biennales est un phénomène mondial. Ces dernières naissent avant tout d'une volonté nationale. Financées par l'État, aussi bien locaux qu'étrangers, les biennales sont des événements politiques. Et Yonda Pansa affirme que les gouvernements, plus ou moins démocrates, plus ou moins théocrates, plus ou moins islamiques, plus ou moins intéressés à l'interculturalité, créent leur événement sur mesure. L'Égypte est le premier pays arabe qui a créé sa propre biennale. En 1955, la biennale d'Alexandrie pour les pays de la Méditerranée. En 1984, elle donne naissance à la biennale internationale du Caire. Et au début des années 90, la biennale de la céramique et la triennale des arts graphiques. La biennale du Caire est structurée sur le modèle de celle de Venise, des pavillons nationaux, des hôtes d'honneur et des invités spéciaux. La participation se fait à travers une invitation officielle envoyée par le ministère des Affaires étrangères pour les pays participants, qui demande aux ambassades et aux institutions culturelles de sélectionner et proposer des artistes pour l'événement. D'après Yonda Pansa, tous les artistes et commissaires doivent obéir au manifeste rédigé par le commissaire général.